présence et à distance. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Ça, il y a 3 ans que je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal, dans le département de psychologie. Auparavant, je travaillais au ministère de la Santé en France en tant que chargé d'expertise scientifique sur les questions de prévention précoce, promotion de la santé des familles et des jeunes enfants, et de prévention également des situations de maltraitance, négligence et abus faits aux enfants. Alors oui, j'ai changé mon titre, désolé. On va toujours parler de ce qui était initialement prévu. Mon objectif, c'est de partager avec vous plusieurs questions qui me tiennent à cœur. Et je vais très rapidement vous dire ce dans quoi j'ai travaillé depuis une douzaine, une quinzaine d'années, pour vous montrer comment mon cheminement m'a amené à élaborer des outils que je vous présenterai cet après-midi. Donc, partager ça avec vous dans cette réflexion sur le long terme, qui part finalement d'une expérience du milieu des années 2000, où j'étais en charge en France d'un programme de prévention précoce, de promotion de la santé des familles, tel qu'il est habituellement mené. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les programmes du type Nurse Family Partnership, des programmes d'intervention à domicile menés par des infirmiers dès la période prénatale jusqu'aux 2-5 ans de l'enfant, dépendamment du contexte dans lequel on se trouve. Et dans les début des années 2000, avec l'équipe de recherche dans laquelle je travaillais alors, on avait souhaité mettre en place en France un essai randomisé contrôlé qui viserait à évaluer l'efficacité de ce type d'intervention dans notre contexte culturel français, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à présent. Donc on s'est acharné de 2003 à 2011, ça a duré longtemps cette affaire-là quand même, à mettre en œuvre et évaluer un projet d'intervention qui est devenu une intervention avec toute l'organisation que ça requiert. Et on était vraiment dans un dispositif très expérimental. Ça, c'est quelque chose qui était important pour la logique de mon propos. C'est un dispositif expérimental, c'est un dispositif standardisé au niveau de l'intervention, c'est un dispositif qui était mené par des chercheurs dans le champ de la recherche expérimentale. À l'issue de cette recherche-là, on avait appris toutes sortes d'affaires et on avait commis pas mal d'erreurs aussi d'implantation. Et en discutant avec un de nos financeurs, qui était l'agence de prévention du ministère de la Santé, donc l'équivalent de l'INSPQ en France, l'INPES, on a constaté que tout ce qu'on avait appris était bien sympathique, mais que implanter ces résultats-là dans les systèmes publics, les systèmes gouvernementaux, paraissait une gageure parce que finalement, quand on parle d'un programme de 42 visites à domicile, alors que les services publics sont bien en peine de proposer à une famille sur 10 une visite à domicile, on se regarde un petit peu en chien de faïence à distance en disant « Ok, mais que peut-on apprendre de vous ?» C'est un peu la question qui nous était posée. En disant « C'est sympa ces recherches expérimentales, mais au niveau de l'implantation, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Comment est-ce que ça peut servir réellement les dispositifs gouvernementaux ?» Donc à ce moment-là, moi j'ai rejoint le ministère pour mettre en place... alors la première recherche s'intitulait KPDP. Dans la seconde recherche que j'ai mise en place au sein du ministère, qui s'intitulait Panjo, ça veut dire maman en espéranto, on a eu l'ambition d'exploiter les données de la recherche expérimentale pour les mettre en œuvre pour le bénéfice des intervenants de dispositifs gouvernementaux. On est passé de nos 42 visites à 7 visites, on a commencé à encadrer davantage ça, à plus s'appuyer sur l'existant, qu'est-ce qui était déjà en place dans les terrains, à évaluer ça d'une autre manière. Et ça, on a fait ça de 2011 à... on est encore en train d'évaluer ça aujourd'hui. Ça fait encore... C'est des projets qui durent 10 ans. Vous n'avez pas le choix, de toute façon, pour ce genre d'affaires-là. Vous ne prenez pas des amphithéâtres d'étudiants à passer des questionnaires, à traiter les recherches. Vous le savez comme moi. Et cliniquement, et au niveau de la recherche, ça prend toujours beaucoup plus de temps qu'ailleurs. Donc, dans cette deuxième recherche, Panjo, on a essayé de vraiment capitaliser sur l'implantation. Comment est-ce que les données de la recherche scientifique peuvent servir dans la vraie vie, dans les vrais terrains, les gens qui font vraiment du travail auprès des familles. Et de cette recherche-là, on a encore tiré d'autres enseignements. Ça fonctionne quand on essaie de travailler sur l'implantation avec les terrains, avec les familles, qu'on essaie d'élaborer ça de manière co-construite. Ça va de mieux en mieux, on s'éloigne d'un paradigme scientifique pour aller vers quelque chose de plus implantable, mais qu'en est-il des familles réellement servies? Qui sont-elles? Comment est-ce qu'elles bénéficient de l'intervention telle qu'on l'a pensée, telle qu'elle est écrite sur le papier, puis combien de temps elles en bénéficient au fait? Parce que quand vous regardez les recherches dans le champ expérimental ou quasi-expérimental, les résultats qui sont produits sont toujours produits sur les gens qui complètent la recherche. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les gens qu'on a ambitionné rejoindre au départ et ceux qui ont complété la recherche et sur laquelle on produit ces résultats finalement? Et donc j'en suis venu à développer quand même une réflexion très critique
sur ce que j'étais moi-même en train de faire au niveau des inégalités. Et c'est pour ça que le titre a changé. Cette justification de 10 minutes était nécessaire pour parler d'un titre. Donc, comment est-ce que je peux faire pour, dans la mise en œuvre de mes interventions, faire en sorte que l'intervention elle-même ne génère pas plus d'inégalités que celle qu'elle prétendait réduire au tout départ. On parlera bien d'implantation, de qualité et de je ne sais plus quoi, que j'avais annoncé initialement à travers mon propos, mais on parlera surtout d'inégalité. Donc moi, je suis professeur au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal et je dirige une équipe de recherche qui travaille sur cette question d'accessibilité, d'une part, aux services de santé, avec une perspective d'universalisme proportionné. Je pense que vous êtes tous plus ou moins familiers avec cette notion, sinon j'y reviendrai rapidement tout à l'heure dessus. Mais l'universalisme proportionné tel qu'on le connaît depuis une dizaine d'années, c'est très bien dans les handbooks. Mise en œuvre, beaucoup plus compliqué, à savoir comment est-ce qu'on peut faire pour proposer des services différents à différents types de besoins. Et c'est dans cette optique qu'avec une équipe franco-québécoise, on a développé depuis l'année passée une démarche qui s'intitule Petit pas grand pas et sur laquelle je vais consacrer un petit moment aujourd'hui pour essayer de mettre à votre épreuve, de me mettre à votre épreuve de ce qu'on a essayé de développer qui viserait à répondre aux problèmes qu'on a rencontrés jusqu'à présent. Voilà, donc comment éviter d'ajouter des inégalités aux inégalités? Alors habituellement, et j'ai déjà commencé de le faire, mais mes étudiants me disent on sait où tu pars, on ne sait pas toujours où tu t'en vas, tu digresses beaucoup trop. J'ai commencé, comme dans toute bonne présentation, par la conclusion. Comme ça, je sais que vous savez où je veux aller. Et puis peut-être que je pourrais me permettre davantage de digresser par la suite. Mon propos de base, c'est ne prenons pas pour acquis que les bonnes intentions, ce qu'on veut mettre en œuvre pour le bénéfice des enfants et des familles, ça va faire que les services seront de qualité. On peut l'espérer, il faut tout faire pour ça. Bonjour à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Ne prenons pas pour acquis que les bonnes intentions des développeurs de services génèrent des services de qualité. Il faut que ça respecte pour ça, notamment quand on travaille sur les interventions précoces, c'est-à-dire qui commencent en période périnatale et puis dans les premières années de vie des enfants. Il faut que ces interventions soient développées à l'intérieur des dispositifs publics. J'oppose ça à dans le contexte expérimental un peu désincarné des universités. Il faut que ça se développe dans les dispositifs publics en s'appuyant sur l'expérience des dispositifs publics, parce que moi qui ai déjà commis l'erreur d'arriver en disant aux gens « vous pensez que vous faisiez bien, mais en fait vous êtes un petit peu trompé, regardez mon projet miracle qui va tout résoudre vos problèmes », souvent on repart vite, à grands coups de pied dans le derrière, ce qui est normal et ce qui est plutôt sain. Ces interventions, elles doivent respecter, de la même manière qu'elles doivent respecter le besoin des services, elles doivent respecter le besoin des familles dans leur contenu. Alors, vous me dites, oui, évidemment, c'est enfoncer des portes ouvertes ceci, mais je l'oppose aux interventions très standardisées, qui se prêtent très bien aux évaluations, mais pour lesquelles les besoins des familles sont rarement réévalués dans le contenu même de l'intervention qui est délivrée. Et puis, un quatrième point sur lequel je vais pas mal insister en vous présentant Petit pas, grand pas aujourd'hui, parce que c'est devenu excessivement important pour moi, nos interventions, elles doivent vraiment faire l'effort de rejoindre tout le monde au sein de la population cible qu'on vise, puis peut-être même au-delà. Je me suis rendu compte, je vous montrerai en quoi travailler en mettant à disposition une intervention pouvait faire courir le risque de ne recruter que des personnes qui en avaient le moins besoin, ou qui avaient davantage de ressources pour se saisir de l'intervention qu'on proposait, et au final, nous faire perdre notre temps, augmenter les inégalités parce que celles qui en avaient réellement besoin n'étaient pas servies par notre intervention, au final, faire en sorte que les services publics, d'où mon titre, rajoutaient des inégalités aux inégalités initiales, parce que l'analyse de la population cible, des moyens de les rejoindre et de proposer des services qui soient adaptés aux besoins, n'était pas complète. Enfin, j'essaierai d'appuyer sur un aspect plus critique de l'évaluation en recherche telle qu'elle est habituellement faite, c'est-à-dire expérimentale, avec des groupes contrôle, des groupes expérimentaux, et qui met pas mal de côté des analyses de processus et d'implantation. Je suis un chercheur qualitativiste dans l'âme, même s'il faut tout travailler, mais je pense que les analyses qualitatives sont excessivement importantes pour comprendre comment ça fonctionne, ces interventions-là, comment est-ce qu'on peut les augmenter, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'éviter de rajouter des inégalités aux inégalités. Si on ne respecte pas ces critères, ce que je vous disais à l'instant, probablement que nos interventions seront élitistes, c'est-à-dire que bien qu'on puisse faire des approches par critères,
on ira toujours chercher les champions des vulnérables, on ira toujours chercher des personnes qui sont en mesure de savoir qui on est, de ne pas avoir peur de nous, d'être compliantes par rapport au traitement qu'on propose, d'être proactives pour nous rejoindre si on est un peu moins disponible. Et finalement, c'est peut-être des personnes qui avaient le moins de besoin d'être part, à qui on offre davantage de services. Vous m'arrêtez s'il y a des incompréhensions, vous faites des grands gestes à distance si jamais il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair. Je ne vois pas de grands gestes. Très rapidement, je parle d'inégalités, rajouter des inégalités aux inégalités. Les inégalités qu'on souhaite réduire d'abord. C'est juste pour qu'on soit bien au clair sur le contexte et sur les notions, parce que c'est ces mêmes notions qui vont nous poser les problèmes quand on développera des interventions. Les inégalités sociales de santé, comme on a l'habitude de dire, ISS, dans les bons acronymes de santé publique, les inégalités sociales de santé sont dues aux conditions sociales de vie, elles sont non naturelles. Je pense que c'est excessivement important de se le rappeler, ça a l'air bête comme chou de dire une chose pareille. Mais de rappeler que les inégalités sont non naturelles permet d'éviter de parler des pauvres, des indigents, comme on parlerait des hommes, des femmes, des grands, des petits, des gauchers et d'autres formes d'inégalités qui seraient, elles, naturelles. Les inégalités sociales sont non naturelles, non recherchées, donc on doit les combattre parce qu'elles créent des écarts entre les individus dès leur naissance et même bien avant ça. Si on considère que quand vous êtes moins bien nanti d'un point de vue socio-économique, vous avez X fois plus de chances d'avoir un petit poids de naissance qui lui-même est un facteur de risque pour à peu près toutes les pathologies connues dans ce bas monde. Il faut considérer que les inégalités sociales vous affectent dès que vous êtes vous-même dans le ventre de votre mère. Elles suivent le cours du gradient social. Alors, je ne sais pas si c'est des notions qui sont familières pour vous. Le gradient social, c'est cette représentation de la position sociale des individus assez linéaire et non pas par seuil. C'est une notion qui est, depuis relativement peu de temps, travaillée en santé publique. On avait l'habitude de travailler sur la base de seuil et de voir risque ou pas à risque. La notion de gradient social, suppose que votre état de santé sera toujours un brin inférieur à celui de la personne qui sera juste au-dessus de vous en matière de patrimoine culturel, économique, social. Mettons des richesses, si vous voulez. Vous aurez toujours un petit pourcentage de santé inférieure que la personne qui est juste au-dessus de vous, de la même manière que vous aurez toujours un petit pourcentage de santé supérieur à la personne qui est en dessous de vous, et que ça se distribue comme ça dans la société de manière plutôt linéaire, et non pas par bonne santé, mauvaise santé, sur la base d'une espèce de seuil, de cut-off, qu'on peut avoir encore dans beaucoup de politiques publiques. Vous êtes éligible à tel type de prestation si vous gagnez, mettons, moins de 900 $ par mois, mais la personne qui gagnera 901 $, au bout de la prestation, se verra remettre tout en bas de l'échelle sociale. Donc, non, la notion de gradient et donc de proportionnalité, dont on parle dans l'universalisme proportionné, elle est excessivement importante à garder en tête, parce que les seuils, ils n'existent pas. C'est une invention de la technocratie et de la santé publique. Troisième point très important pour moi, les inégalités sociales sont transmissibles d'une génération à l'autre. Ce qui veut dire qu'il faut agir sur les déterminants et sur les contextes, et pas simplement sur les individus, parce que ça ne va pas nous régler tous les problèmes auxquels on est confronté. Donc, au final, vous voyez souvent ce genre de graphique qui vous explique que finalement, selon que vous êtes dans une catégorie socio-économique faible, moyenne ou élevée, vous allez avoir, quand vous êtes dans une catégorie élevée, plus de chances d'être allaité au 6e mois de vie quand vous êtes un enfant, moins de risques d'avoir une mère fumeuse, vous aurez meilleure santé, moins de famille monoparentale, etc., etc. Vous voyez toujours ces gradients. Là, je vous parle de gradients, mais vous voyez là, ça nous fait de seuil, par exemple. Là, on travaille sur une histoire de seuil. Donc, c'est un message pour l'Institut des statistiques du Québec. Ça se distribue toujours de cette manière-là. Ça se distribue au Québec, ça se distribue en France. Le taux d'obésité selon le groupe social des parents. Là, en France, on travaille beaucoup sur les groupes sociaux. Vous parlez des ouvriers, des cadres, des professions intermédiaires. Vous voyez que plus vous êtes d'une catégorie sociale supposée moins nantie en matière de patrimoine, les éléments de santé, ici l'obésité, vont être importants. Ça, c'est une suite cohorte qui a été menée en Europe, si ma mémoire est bonne, qui visait à regarder un indice agrégé de santé chez les enfants, selon les quantiles, les 13 quantiles de revenus des parents. Et vous voyez que vous avez ici, désordonné, un
un indicateur agrégé de santé. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que les inégalités sont bien là. Plus vous augmentez dans les quantiles, meilleure est votre santé. Et vous voyez aussi que les inégalités, elles ne bougent pas avec l'âge. Elles sont toujours présentes, malgré le fait, et puis ça c'est intéressant parce que ce sont des données aussi françaises, que énormément de services publics sont universels en France. Vous avez un système de prévention publique, vous avez un système de santé universel et public, vous avez un système de santé universel et public, vous avez l'école qui est universelle et publique, vous avez beaucoup d'éléments supposés de prévention, en tout cas qu'on nous vend comme tel dans les politiques publiques, qui fait que normalement, tous les enfants accédant au même type de service, on devrait voir des inégalités se réduire avec l'âge, ce qui n'est pas le cas. Ça pose donc la question de l'universalisme, sur laquelle je reviendrai dans très peu de temps. De manière générale, en matière d'inégalité, si vous vous situez de manière basse, entre guillemets, sur le gradient social, je parle de patrimoine, souvent on parle de patrimoine économique, okay, les revenus, c'est normal, ça détermine énormément de choses, on parle aussi de patrimoine culturel, d'accès aux ressources culturelles. On peut parler d'autres types de patrimoine, mais souvent le référentiel, ça va être le revenu ou le niveau d'éducation des parents, sont les deux variables, les deux facteurs qui sont le plus associés à des mauvais états de santé ou davantage d'inégalités dans la population. Plus vous êtes sur ce gradient social en bas, moins bonne sera votre santé périnatale, vous aurez moins bon mode de garde, c'est vraiment très important avec le dernier point, moins de soutien social, ce fameux dernier point, moins de recours aux services de santé. Vous voyez l'aspect cumulatif, vous avez un moins bon état de santé, puis vous avez moins de recours aux services de santé. On n'est pas supposé faire ça en santé publique, on est supposé faire exactement l'inverse. À moyen terme, moins bonne santé infantile, moins bonne préparation à l'entrée à l'école, donc vous bénéficierez moins à long terme de l'école et vous aurez moins de réussite scolaire, en plus d'avoir toujours une moins bonne santé, plus de problèmes comportementaux, plus d'exposition à des environnements dégradés, moins d'utilisation de services tout au long de la vie. C'est quand même surprenant, ça doit nous interpeller. C'est en lien, c'est-à-dire que ça se détermine les uns et les autres, tous ces aspects-là. Je vous ai épargné toutes les références scientifiques qui viennent baquer tous ces points-là. Et puis c'est cumulatif à travers le temps, d'où l'aspect répétition intergénérationnelle. Okay, c'est supposé nous énerver fort. Moi, ça m'énerve fort quand je vois ça, parce que d'un côté, on a des évidences scientifiques à l'appel qui nous parlent à la fois des inégalités sur le gradient, et puis à l'aspect pérenne de ces inégalités. Et on vient nous dire qu'on a des services publics au milieu de ça qui sont censés compenser le tout, mais ça compense pas grand-chose au bout du compte. Peut-être que ça donne bonne conscience aux décideurs et aux politiques, mais nous, en tant que chercheurs ou en tant que cliniciens, on ne va pas observer de différence fondamentalement révolutionnaire dans la population à partir du moment où on met en place des services universels ou de prévention. Donc voilà, ça m'agace. Du coup, j'essaie de mettre en place des interventions, et là, je me trompe. Aujourd'hui, 18 janvier 2018, donc 15 ans après avoir commencé à me tromper, j'essaie de partager avec vous une réflexion sur ces inégalités qu'on risque de créer en tentant de répondre aux inégalités qui nous énervaient et dont je viens de parler. Et après, j'essaie de proposer des solutions. Que fait l'État face à ces inégalités dont on vient de parler? À différents moments de développement des États tels qu'on les connaît aujourd'hui, on a eu des États-providence qui se sont dit « nous allons créer un système de protection sociale pour tout le monde qui va permettre d'offrir les mêmes services à l'ensemble de la population. » On met en place des dispositifs de santé publique dont beaucoup d'aspects sont universels, permettant d'offrir les CLSC, l'hôpital, une couverture sociale ou de santé variable selon les pays. L'objectif, c'est de limiter les écarts de santé et d'accès aux soins en mettant à disposition des ressources. C'est le principe de l'intervention universelle. L'intervention universelle, je la mets à ta disposition, tu vas venir t'en saisir. Ou j'informe de manière très large la population de l'existence d'un service, avec une démarche un peu proactive. Je pense à toutes les campagnes de santé publique qu'on connaît, qu'on va voir sur les bus, qu'on va voir dans les centres de santé, qu'on va voir dans les écoles. Ça fait partie de ces interventions universelles de santé publique en disant, ben voilà, si les gens ne savent pas qu'il faut éternuer dans son coude, on va les informer, puis ils vont tous éternuer dans leur coude parce qu'on leur a dit d'éternuer dans leur coude. L'objectif est de limiter les écarts entre les personnes au niveau de la santé et les écarts d'accès aux soins avec ce premier niveau. Compléter, ça on le voit aujourd'hui
vivement un peu partout, compléter d'interventions ciblées pour les individus à risque. Et puis, dans notre champ qui nous intéresse, sur les familles dites à risque. On a ça, par exemple, au Québec, avec un programme, moi, qui m'intéresse beaucoup, qui est le programme CIP. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les CIP. Okay, vous savez que les CIP, c'est un programme qui vient compléter les visites à domicile habituellement menées en postpartum immédiat par les CLSC, mais qui est là un peu anticipé dès la grossesse, complémentaire pour les femmes qui ont un petit niveau d'éducation et qui vivent sous un seuil de faible revenu. Donc, typiquement, ça se passe comme ça. Vous avez des interventions universelles, complétées d'interventions ciblées, qui la plupart du temps sont adossées à une logique sur facteur de risque. Vous êtes éligible ou non éligible. Est-ce que cette logique, a priori, on pourrait se dire, ben, j'ai l'universel, et puis pour les gens qui ont davantage de besoins, pouf, j'ai des interventions qui sont ciblées. A priori, ça devrait faire le tour. Sauf que de mon point de vue, et aussi de mon expérience, ça ne fait pas le tour, très loin de là. Si vous regardez, je vais prendre un autre exemple, toutes les campagnes de prévention du tabagisme. C'est vraiment un très bon exemple de campagne universelle parce que les paquets neutres, ça affecte tout le monde. Les campagnes d'information sur les risques liés au tabac, ça affecte tout le monde. On a très peu d'interventions ciblées parce que les fumeurs, il y en a énormément et du coup, on ne peut pas avoir d'intervention particulièrement ciblée sur un sous-groupe de fumeurs. Donc, on dissémine, on met à disposition, de manière très visuelle et passive, une information, donc une intervention dont vous devez vous saisir. Je dois prendre conscience que fumer tue, c'est marqué sur tous les paquets de cigarettes. Puis qu'est-ce qu'on voit à la longue, parce que ça fait quand même maintenant peut-être 15 ans, 20 ans qu'on a commencé à faire des interventions un peu agressives comme ça en direction des comportements tabagiques, on voit que ça baisse. Le taux de tabagisme baisse en population générale. Simplement, ce taux-là, on a l'habitude toujours, l'exposition, ça représente toujours avec une distribution un peu normale, c'est que vous avez, la population ressemble à ça, en matière de revenus, en matière de patrimoine culturel, en matière d'éducation, ça ressemble grosso modo à ça. Le type de prévention universelle, comme par exemple les interventions pour limiter le tabagisme, sont faites pour ces gens-là, au milieu, qui sont les plus nombreux, mettons ça. Les personnes qui sont en mesure de se saisir des informations, mais on va les rendre quand même relativement simples parce que finalement là-dedans, on a un grand bout de la population qui a un niveau d'éducation normal. Donc on va faire en sorte que nos interventions sont ciblées pour l'individu moyen. Pas pour tout le monde. Universel, c'est pour l'individu moyen. Ça bénéficie à l'individu moyen et à tous ceux qui sont à sa droite. Les chaînes de distribution, mettons, de patrimoine, qui sont hypothétiques, qui sont théoriques. Mais grosso modo, ça se passe comme ça dans la population. Et ce qu'on voit, c'est que si le tabagisme baisse à l'échelle de la population, il baisse surtout ici. Ici, vous avez une réduction de l'incidence du tabagisme qui n'était déjà pas très élevée dès le départ, parce que les personnes ont d'autres ressources que le tabagisme pour faire face aux aléas de la vie qui sont d'ailleurs moindres quand vous avez davantage de ressources. Et c'est ces personnes-là qui bénéficient le plus des interventions supposées universelles. À gauche, les taux, depuis 10 ans, 15 ans maintenant, très peu bougé. La consommation de tabac reste grosso modo la même. Donc vous allez avoir une courbe, si on regarde la distribution comme ça, mettons de revenus, qui doit être à peu près normal, vous avez un taux d'incidence de tabagisme qui est comme ça, directement. Ça pose question sur l'efficacité de l'intervention universelle et sur le rôle politique qu'on veut leur donner. Est-ce qu'on veut que ce soit efficace pour la plupart des gens ou est-ce qu'on veut que ce soit efficace pour les personnes qui en ont davantage besoin? On a envie de se dire les deux. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle de la population, toutes les interventions universelles fonctionnent. Pour réduire les inégalités, non, puisque, ce que j'ai essayé de montrer dans mes diapos précédentes, quand vous êtes plus bas sur le gradient social, vous avez moins bon accès aux services de santé, vous êtes plus en difficulté pour bénéficier des interventions que l'État met à votre disposition. C'est le problème de l'individu moyen. L'intervention universelle, elle doit aller de là à là. On ne doit pas favoriser le plus grand nombre nécessairement. Et c'est le problème aussi derrière des effets de seuil pour quand on essaye de corriger ces interventions universelles par le biais d'interventions plus ciblées, sélectives, comme je
je prenais pour exemple les CIP, mais je pourrais prendre pour exemple beaucoup d'interventions ciblées, vous en avez certainement en tête de votre côté. Définir des effets de seuil, comme mon histoire de 900 $. Quel est le bénéfice de la personne qui gagne 901 $ dans cette histoire-là? Quelles vont être les conséquences à long terme pour cette personne-là? Ça règle en rien le problème du gradient social. Ça ne fait que redistribuer les cartes d'une autre manière et pas de la manière la plus juste, si je veux utiliser des grands mots de justice sociale, d'équité. Donc l'enjeu qui est le mien aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut maintenir cette logique universelle, parce que ce qu'on ne veut surtout pas, c'est de dire l'universel, c'est la merde. Je débarrasse toute la table de ça. À la place, je mets plein d'interventions ciblées qui correspondent à plein de sous-groupes qui bénéficieront en silos d'interventions qui sont mutuellement exclusives. L'idée derrière l'universalisme proportionné est celle-ci. Il faut que toute la population bénéficie des mêmes chances d'accès et des mêmes services, mais qu'on fonctionne davantage sur leurs besoins pour venir compenser ces besoins par des interventions complémentaires, intégrées dans l'universel, et non pas sur la base de critères prédéfinis. Je vous donne un exemple très, très simple qui m'est venu il y a 5-6 ans de la part de professionnels de terrain. J'ai essayé de leur vendre ma deuxième intervention, Panjo, en leur disant que c'était formidable, on avait élaboré des outils qui leur permettaient d'intervenir à domicile plus longtemps, c'était formidable. Surtout pour les jeunes mères primipares. Parce que nous, on voulait homogénéiser notre échantillonnage pour des questions d'évaluation sur lesquelles je reviendrai. Et je leur ai dit, bon, pour les moins de 25 ans primis, ça va être formidable pour vous. Et ces infirmières qui faisaient de la visite à domicile me disent, mais vous savez, celles qui nous tapent le plus sur les nerfs en ce moment, c'est les cadras qui font leur bébé toutes seules. Je me disais, mais finalement, moi, j'ai des critères a priori sortis de 40 années d'expérience des autres, qui ont toujours testé ça sur les primis de moins de 20 ans, en fait. Puis là, elle me parle de quelque chose de très contemporain comme problématique sociale, finalement, des femmes de catégories socio-professionnelles plutôt supérieures, qui ont des carrières bien investies, et qui font un bébé seul parce que les aléas de la vie ont fait qu'elles ne se sont pas mises en couple, elles n'ont pas eu un projet de bébé en couple. Et ces femmes-là me disent, ces professionnels, il y en a une grande partie qui font des dépressions de postpartum bien cognées, parce qu'elles sont seules, parce qu'elles sont en manque de réseau social, parce qu'elles ont désinvesti leur carrière alors que c'était quelque chose de très important pour elles. Finalement, des éléments, soutien social, dépression, projet de vie, qui ressemblent étrangement aux besoins de ce que moi j'avais en tête de mes primis de moins de 25 ans. Entourage, ce n'est pas les mêmes histoires de vie, mais les besoins sont strictement les mêmes. J'ai besoin d'être entouré, encadré, que notre parentalité soit soutenue dans un moment où c'est difficile pour moi, parce que ma vie n'est pas facile. On pourra toujours dire que la vie de quelqu'un qui est cadre dans une grande entreprise, c'est toujours plus facile que celle de quelqu'un qui est sans emploi et sans formation, mais je ne suis pas sûr qu'en a un bébé, la détresse de l'une comme de l'autre se vaut. Je me suis dit, mais finalement, mon intervention, ça marche. De la même manière, pour les deux, mon objectif, c'est exactement le même. Pourquoi est-ce que je vais en exclure une? Pourquoi est-ce que je vais dire à son bébé qu'en fait, il ne va pas bénéficier de mon intervention parce que sa maman a un trop gros poste pour moi? Ça ne m'intéresse pas parce qu'elle gagne 90 000 par an. Puis, alors que les besoins sont strictement les mêmes. C'est ça, cette logique de l'universalisme proportionnel, c'est de dire, on va switcher sur des critères vers des besoins, l'évaluation de besoins, pour que tout au long du gradient social, les différents gradients sociaux qui existent, il n'y a pas que le revenu dans la vie, on puisse proposer des interventions toujours proportionnelles aux besoins des personnes qui sont exposées. C'est ce dont on parle dans notre travaux, en tout cas en matière d'équité versus ce principe d'égalité. Tout le monde n'a pas le droit à la même chose, point. Tout le monde a le droit à la même chose, et ceux qui ont davantage de besoins doivent avoir droit à davantage intégré dans l'universel. Ça va? Vous me suivez? C'est une grande phrase que je fais. Tout ça, c'était aussi un peu prévisible. C'est ça qui me fâche un petit peu. Parce que l'universalisme ne fonctionne pas, ça tient la route, c'est normal. Puisque vous faites des interventions pour l'individu moyen, ce n'est pas tous les individus. C'est juste l'individu moyen. Donc il n'y a pas de raison que l'universel, tel qu'il est dessiné aujourd'hui, ça fonctionne. Il faut quand même
j'en reparlerai, mais il faut quand même un bon set de compétences de base pour pouvoir se saisir des services universels. Quand vous êtes dans un CLSC et que vous dites « Madame, vous venez d'accoucher, je vais venir vous rendre visite », il faut savoir ce que c'est un CLSC, il faut savoir ce que c'est un intervenant. Il ne faut pas avoir peur, il faut être psychiquement disponible, il faut accessoirement parler le français ou l'anglais. Ça prend des compétences. On ne les voit pas forcément, nous, parce que ces compétences, on a eu la chance de naître dans des contextes où ces compétences elles étaient très vite acquises. Quand je dis nous, c'est nous chercheurs, c'est nous intervenants, c'est nous qui élaborons les politiques publiques aussi. Il faut toujours faire très attention, l'universel, ça a l'air très intuitif, et en fait, quand vous allez voir à qui on parle, ça ne l'est pas nécessairement. Si vous dites, ah oui, il y a des inégalités, il y a des personnes qui ne bénéficient pas, donc on va les cibler, a priori, on va dire, bon, bah, toi, tu es éligible à ceci, toi, tu es éligible à cela, toi, tu vas aller à OLO, toi, tu vas aller CIP, toi, tu as le programme de prévention de la négligence, etc. On s'entend qu'en dehors du côté relativement désagréable du ciblage et de la stigmatisation qui vient avec, ça peut augmenter les inégalités si vous vous voyez exclu d'un dispositif juste parce que vous avez un secondaire 5, ou vous êtes une quadragénaire qui a fait son bébé toute seule. Vous n'avez pas bénéficié d'un accompagnement, parce que l'universalisme ne vous convient pas, c'est fait pour l'individu moyen, vous n'êtes pas un individu moyen, et le ciblage ne vous convient pas puisque vous ne rentrez pas dans les critères de risque. Donc ça crée des inégalités ou ça augmente les inégalités, car on ne rejoint pas les bonnes personnes. Et, deuxième point, autre chose, vous avez vu que je suis très critique sur la base des évaluations, ça me paraît important de souligner ici que tout ce qu'on va prétendre être fonctionnel, sur la base d'évaluations qui sont effectivement dispensées, c'est-à-dire j'évalue l'efficacité de mon traitement, entre guillemets, sur la base de l'ensemble des personnes qui l'ont reçu, celles qui l'ont complété la plupart du temps, non pas à l'échelle de la population, et en prenant en compte toutes les personnes pour lesquelles il aurait été bien qu'elles bénéficient de ce traitement, mais elles n'ont pas eu. Finalement, j'aurais pu suivre leurs enfants. Est-ce que je peux regarder par exemple toutes les naissances? J'introduis un programme au sein d'une population et je suis toutes les naissances, pas exclusivement celles qui ont été exposées à mon traitement. Parce qu'après, on me dit, ben, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne à l'échelle des personnes qui ont été exposées. Mais quid des questions de justice sociale? Quid de la question de l'évaluation à l'échelle de la population générale? Parce qu'on n'est pas en train d'avoir une approche un peu faussée de l'évaluation. Donc, c'est mes deux enjeux. L'enjeu du qui rejoint, qui bénéficie de nos interventions, et puis l'enjeu de l'évaluation. C'est ça qui me trotte dans la tête en ce moment. Depuis que j'ai essayé moi-même de faire l'évaluation de programme, et vous allez voir, ça n'a pas bien fonctionné en mode expérimental, depuis même que j'ai essayé de l'introduire sans me poser la question du qui, c'est ces deux aspects-là où je me dis, si on ne travaille pas là-dessus, on a perdu parce qu'on rejoue encore et encore et encore le principe de base de la santé publique de la fin du XXe siècle, qui sont difficilement applicables, je trouve, aujourd'hui en 2018, où les mondes ont beaucoup changé, les besoins sont beaucoup plus nombreux et divers, et du coup, il faut se préoccuper en permanence de réévaluer nos pratiques. Donc, je vais traiter avec vous rapidement deux enjeux. L'enjeu je ne trouve jamais le terme en français, reach, je ne sais pas dire ça. Comment? Ouais, c'est la portée, je ne sais pas comment. Qui on rejoint, comment on rejoint, etc. Et ensuite, enjeu de l'évaluation. Pour ce premier enjeu de qui bénéficie de nos interventions, qui, c'est pas juste regarder qui rejoint. C'est trois choses pour moi. Qui. Rejoindre, c'est accéder. OK. Je vais rentrer dans le service. C'est aussi de s'y maintenir dans le service. Ça, c'est quelque chose de spécifique, quand même. C'est un processus à part. Le fait d'accéder, de rejoindre la population quelque chose, maintenir la population c'est autre chose. Délivrer un service de qualité en fonction des besoins de la population est une troisième chose. Seulement ensuite, on peut dire, ok, c'est ces personnes-là qui ont bénéficié de notre intervention. C'est vraiment trois aspects qui se complètent, mais qui ne répondent pas tous au même processus. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais de mon point de vue, l'universel ne permet pas de rejoindre tout le monde. Après, j'arrête avec ça. Je voulais vous reprendre des exemples de la vaccination. On trouve des taux très étonnants d'enfants vaccinés selon la catégorie socio-professionnelle des parents, puisque c'est ces critères-là qu'on utilise aujourd'hui. Si vous regardez juste le revenu parental, ça fonctionne très bien aussi. Plus vos parents gagnent de sous, plus vous allez être exposé à des vaccins, quoi qu'on en pense, pro-vaccins sur certains aspects, mais
plus vos parents gagnent de sous, plus vous allez être vacciné. C'est valable pour toutes sortes d'affaires. La mammographie, j'essaie de chercher des programmes universels pour soutenir mon propos. C'est un travail qu'on fait dans mon lab en ce moment. La vaccination, c'est quelque chose de très bien, parce que les bébés sont tous quasiment plus ou moins de manière obligée vaccinés. La mammographie sont des programmes qui sont mis en place pour les femmes à partir d'une cinquantaine d'années dans la plupart des pays occidentaux et répondent tous à peu près au même résultat d'efficacité en matière de REACH. Dans les milieux les plus défavorisés, les taux de mammographie passés 50 ans sont les plus bas. Et à Montréal, il y a quelque chose de vraiment étonnant. C'est à Hochelaga que les taux sont les plus bas. Et c'est à Outremont que les taux sont encore plus bas. Parce que vous avez un effet un peu en cloche, ça se distribue peut-être de manière normale, là, pour le coup. Parce que passer un certain seuil de patrimoine, vous avez les moyens de contourner le service public et d'aller faire votre mammo là où vous avez envie vous-même. Finalement, ce n'est pas le taux de mammographie, c'est le taux de mammographie dans le service public qui rebaisse. Et puis c'est l'individu moyenne en l'occurrence, qui bénéficie de ce service. En France, il y a quelque chose qui a été fait qui est intéressant. Dans le sud-est de la France, dans la région de Montpellier, ils ont mis en place des bus de mammographie. Ils font plein de bus. Là. Ils ont fait des bus de protection, des bus CLSC là, pour l'équivalent des CIP, ils ont fait des bus de mammographie aussi. Et les taux ont été multipliés par 2 dès lors qu'on fait quelque chose de plus proactif, qu'on se déplace pour aller vers la population, et que le service public change à la fois de manière de faire, mais je pense change d'identité dans cette manière de faire et vient se présenter au-devant des bénéficiaires d'une autre manière. Mais si vous mettez à disposition, ce n'est pas tant l'universel qui ne permet pas de rejoindre tout le monde, c'est le fait de mettre à disposition en disant, ben voilà, viens. Il faut avoir envie, quoi. C'est pas super sexy quand quelqu'un dit, viens. Il faut faire plus que ça. Contrôle de santé bucco-dentaire, ça marche très bien chez les enfants. En matière d'injustice, imaginez qu'un enfant qui a 7 ans et que parce qu'il se situe dans un groupe défavorisé va avoir une moins bonne santé bucco-dentaire après avoir une moins bonne vaccination, un petit poids de naissance, etc. Moi, ça m'agace. C'est fatigant, de voir ces données qui s'accumulent en disant, ben, en fait, non seulement c'est un enfant qui a la bouche pleine de caries, mais en plus, il n'a jamais bénéficié des actions de prévention. Dans le même temps, les gouvernements, parce que tous les pays occidentaux sont à peu près confrontés au même type de taux, disent, on a notre politique de prévention, pas de problème. C'est la faute de qui? C'est la faute des personnes qui ne rejoignent pas ça, ou c'est la faute d'un dispositif universel qui est mal ficelé, qui ne permet pas d'aller rejoindre les personnes qui ont réellement besoin? Ça marche pour les urgences et versus médecins de famille. Quand vous êtes d'un milieu défavorisé, disais-je, il n'y a pas très longtemps, vous avez 4 fois plus de chances de vous retrouver aux urgences pour une pathologie qui aurait pu être traitée par votre médecin de famille, qui va donc emboliser à la fois les urgences, vous mettre dans des états de santé qui sont moins bons que ce qu'ils auraient pu être, etc. Donc c'est toujours cet aspect cumulatif. Parce que ça prend beaucoup de choses. Je vous parlais de la mise à disposition quand même. Bien. Ce qui est fatigant là-dedans, c'est que ça prend toute la place dans le discours. On en reste sur le contenu. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on invente pour que les personnes viennent à nos services? Et vous voyez bien où je veux en venir. Au bout du compte, il va falloir se bouger nous et puis aller rejoindre la population. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Les résultats sont aussi beaucoup plus importants, mais ça coûte beaucoup plus cher. On a toujours tendance, dans la technocratie santé publicaine, à rester un peu en retrait, à dire qu'est-ce que ça va être le bon contenu miracle qui va faire que tout le monde va rejoindre. On invente plein de choses en oubliant que, ce que je vous disais tout à l'heure, ça prend beaucoup de ressources. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous pointez votre CLSC, vous dites c'est super, on a un nouveau contenu miracle, c'est ça. Okay. C'est à peu près ça, ce à quoi ça ressemble, des interventions pour des personnes qui ont une littératie basse, ou alors ont peur, ça peut paraître plus que ça un peu partout. Et finalement, est-ce que c'est pour moi ça? Est-ce que le CLSC ne peut pas me retirer mon enfant parce que je ne parle pas assez bien la langue? Est-ce qu'ils ne vont pas me juger? Est-ce que je vais bénéficier de quelque chose? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de ma culture si je suis migrant? Ça prend beaucoup de compétences pour accéder au service universel et on ne s'en rend pas compte parce que les personnes qui dessinent les services universels sont généralement pas ceux qui en bénéficient, c'est tout Outremont et puis ils vont faire leur mammographie sans se spécialiser. Je parle pour moi aussi. Je pense qu'il faut à chaque fois qu'on joue l'avocat du diable pour nos propres recherches et qu'on met toujours quelqu'un en face de nous questionner en disant attention, est-ce que tu n'es pas en train de créer des effets de seuil ou des effets qui feraient qu'il y a un effet pervers à ce que tu as voulu, tes bonnes
tes intentions sont bonnes. Et finalement, est-ce qu'elles ne sont pas en train de créer des inégalités là où elles devraient les réduire? Donc, l'individu moyen est favorisé. Le problème du ciblage, c'est que ça crée des effets de seuil et donc des inégalités. Quand on essaie de faire autrement, on va dire, ben, c'est bien, mais ça ne répond pas aux standards des modalités évaluatives et technocratiques. Le problème de l'approche que moi, je vais essayer de promouvoir, qui est l'approche par évaluation de besoins plus que de critères, c'est qu'on ne peut pas savoir a priori qui va bénéficier de nos interventions. Ça ne rentre pas dans les cases. C'est mieux quand les cases sont définies a priori. Vous avez moins de 20 ans, vous allez aller dans ce programme-là. Vous avez un petit niveau d'éducation, vous allez aller dans ce programme-là. Vous n'avez pas de revenus, vous bénéficiez de ça. Point final. On peut évaluer en disant, bon, ben, je sais combien de personnes ont en dessous de tel revenu dans telle zone, je regarde combien ont été touchés, ça s'exprime en pourcentage, et puis j'évalue mon intervention près de ça. Et on s'entend que ces interventions, quand on parle de famille, ce pas nécessairement des interventions qui portent sur le revenu. Sur la prévention de la négligence, sur la prévention de la maltraitance, on considère souvent que les familles à faible revenu sont plus exposées. On n'évalue pas leurs besoins. Il s'agit bien des besoins dont on doit parler. Sauf que si vous dites, bon ben moi j'ai mon CLSC, je vais aller faire de la visite à domicile d'évaluation, et puis je vais voir ce qui se passe, en fonction de ce que je vois, ce qui se passe, je vais déclencher ou pas des interventions. Votre boss technocrate devient fou si vous lui dites ça. Parce que vous lui faites courir le risque de vouloir évaluer 80, 90, 95% de la population. Voir qu'est-ce qu'on fait si ces gens-là, de votre point de vue clinique, sont éligibles à cette intervention. On va les suivre. On ne peut pas les suivre, on n'a pas les moyens. Quand on est en prévention, il n'y a pas de truc direct à corriger. Donc, je ne peux pas justifier de mon intervention. Néanmoins, on est dans une culture où la technocratie et l'évaluation scientifique standardisée, c'est-à-dire expérimentale, la plus, j'ai dire, dominante, sont interreliées aujourd'hui, s'alimentent l'une l'autre. Et on a beaucoup de mal à sortir de cette idée de case. Une grosse case pour tout le monde, des petites cases pour des choses spécialisées, plutôt de travailler sur la base de besoins pour lesquels on pourrait répondre de manière beaucoup plus efficace. Je sais de quoi tu as besoin, donc je ne te propose pas les 45 visites à domicile qui correspondent au programme X qui va résoudre tous les problèmes du monde. Je te propose le service qui va te permettre de sortir de la situation actuelle en 2-3 visites. Deuxième problème, une fois que vous avez rejoint les bonnes personnes, il faut les maintenir dans vos services. Je disais que c'était deux choses vraiment séparées. L'attrition, donc la perte de vue, le fait que des gens sortent de programmes dans lesquels elles sont rentrées, c'est un problème majeur dont on parle très peu, parce qu'il n'est pas très joli. C'est un problème aussi lié au fait d'avoir peut-être mis des mauvaises personnes dans des services qui ne sont pas adéquats, ou d'avoir mis des bonnes personnes dans des mauvais services. En tout cas, ce n'est pas le simple fait de rejoindre quelque chose en disant « Bonjour, vous êtes maintenant dans mon service », qui fait qu'on va être copains pour toute la vie et que je vais pouvoir te donner un service qui va... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout au long de la collaboration, la qualité puisse être là et que tu ne décides pas de t'en aller. Parce que c'est aussi ça qui arrive. Je vous donne un exemple. Je suis désolé, je reviens sur les CIP, je connais bien les CIP. Avant les CIP, il y a une douzaine d'années, on avait le programme de soutien aux jeunes parents, le PSJP, qui était lui-même une suite de Notre Ego Grandir en Santé, il y a eu une suite comme ça. Et le PSJP a été évalué. Le PSJP, c'était, comme dans les CIP, intervention prénatale jusqu'au 5e anniversaire de l'enfant. Okay. Femme de moins de 20 ans, petit niveau d'éducation, faible revenu. C'était où faible revenu? 100% des gens qui sont rentrés dans le projet sont rentrés dans le projet. On en avait un volume, 8 000 par an. Le gouvernement donne 47 millions annuellement pour financer ça. 100% des gens sont rentrés. Okay. Combien terminent? 5e anniversaire d'enfant, 18%. Le programme est conçu pour promouvoir, pour limiter les inégalités, promouvoir la préparation à l'entrée en milieu scolaire d'un point de vue cognitif et santé, mais 18% en bénéficient. Je ne sais pas vous dire de bêtises, à 12 ou 18 mois, je crois que c'est 18e mois de suivi des enfants, grosso modo, après 1 an et demi d'intervention, c'est 60% qui ont déjà quitté l'intervention. Une intervention qui est supposée durer 5 ans et demi. Vous voyez que c'est un enjeu spécifique, parce qu'après, de quoi on parle? Est-ce qu'on va évaluer le programme
sur les 18% qui l'ont terminé. Ce qui est le cas habituellement. Tous les programmes font ça. On va corriger pour les données manquantes. En recherche expérimentale, on a plein de stratégies pour vous dire, on va corriger pour ça. Et puis les 18% montrent qu'il y a de très très bons résultats à ce programme-là. Si on regarde à l'échelle non seulement des gens qui sont rentrés de la population générale, on peut très, très facilement imaginer qu'on aura zéro résultat. Donc il ne suffit pas de rejoindre les familles, il faut les satisfaire avec un service qui correspond aussi à ce dont elles ont besoin. Et l'attrition, elle est sensible au gradient social. Moi, j'ai travaillé, je continue de travailler sur l'attrition précoce. C'est un de mes sujets de recherche en ce moment. L'attrition précoce, voire ultra précoce. Des gens qui vous disent, OK, top là, banco, je fais ton projet. Et vous ne les voyez jamais. Pas une fois. Dans tous les programmes expérimentaux, c'est quand même 13% des gens qui acceptent de participer, vous ne les voyez jamais. La grande question, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu vous faire plaisir et qui n'avait pas de besoin? Ou est-ce que c'est la personne qui a finalement eu peur parce qu'elle avait énormément de besoins et finalement elle se dit « Oulala, pourquoi je me suis embarqué, ça fait trop peur, je m'en vais » parce qu'il n'y a pas eu de temps de créer une alliance. Je ne sais pas comment on va résoudre ce problème-là parce que c'est des gens avec qui on a zéro contact. Mais c'est à 13% des personnes qui sont déjà dans des situations compliquées, qu'on recrute, qu'on va mettre dans des programmes, etc., qui s'en vont, qui quittent. Et quand vous regardez comment ça se distribue, moi, j'ai jamais eu l'occasion et la chance de faire ce travail-là, mais d'autres programmes l'ont fait en regardant sur quelques données qui avaient été recueillies juste au moment où elles avaient pris contact. On voit que celles qui quittaient étaient celles qui étaient le plus en difficulté dès le départ. Et puis celles qui ont quitté précocement, y compris dans les CIP, il y a une recherche qui a été faite à l'université de Sherbrooke, il n'y a pas très longtemps, par France Gallagher, qui montre également que les conditions socio-économiques sont des très bons prédicteurs de l'attrition précoce. Donc vous recrutez des gens sur la base de facteurs de risque, mais vous allez garder les champions des vulnérables, ce que je disais au départ, parce que les plus en difficulté sont également les moins en capacité de se servir, de bénéficier des services au moment où ils les reçoivent. C'est agaçant aussi. Ça nous pose vraiment des questions sur de quoi on parle. Ça fait partie de mes questions aujourd'hui. Je ne veux plus parler de choses qui ne sont pas vraies parce qu'il faut vraiment regarder la big picture pour voir à quoi on sert. Et un troisième aspect sur cette pérennisation, j'ai jalousé pendant très longtemps l'équipe de maintenant l'université de Denver, David Holtz, je ne sais pas si vous êtes familier, c'est le concepteur du programme Nurse Family Partnership, qui était le programme Princeps de visite à domicile prénatal, postnatal en 1979. Il a créé ça et depuis, ça a été très standardisé. Ils ont toujours beaucoup contrôlé leur implantation jusqu'à être financé dans le cadre du Obamacare en 2010 par une grosse enveloppe avec d'autres programmes d'1,5 milliard de dollars US pour déployer ce service à l'échelle du territoire des États-Unis. Ce n'est pas les milliards et demi dont j'étais jaloux, c'était à l'origine de leur taux d'attrition dans leur premier essai. En 1979, ils ont fait un essai dans l'État de New York et ils ont publié un papier, je crois qu'on parlait de 25 ans plus tard, ils avaient 15% d'attrition. Moi, je vais vous parler de mon projet où j'ai eu 50% en à peu près 2 minutes. Et au bout de 25 ans, ils avaient 15% d'attrition. Je me disais, comment ils ont fait? Alors, j'expliquais ça, milieu rural, je ne sais pas quoi. Tout le monde sait où est tout le monde. Les gens ont peu de mobilité, j'en sais rien. Et puis, suite au Obamacare, ils se sont déployés à l'échelle du territoire national. Et là, ils ont eu l'honnêteté, plus m'ont donné le plaisir de publier des résultats d'attrition au niveau national. Lorsqu'ils se sont déployés, c'est-à-dire comme nous on le ferait avec nos CLSC, beaucoup moins contrôlés par les chercheurs, beaucoup plus dans le domaine public. Et là, ils ont eu 56% en, pareil, 10 minutes, à peu près, ou 12 mois. Et là, pareil, récupérer les 60% des sites, les 60% de recherche KPDP, où on n'arrive pas à maintenir les gens dans les services dès lors qu'il s'agit de personnes en situation de vulnérabilité recrutées sur la base de facteurs de risque. J'étais bien content il y a quelques mois de dire « Ah, je savais que ce n'était pas moi qui était juste mieux, je le suis peut-être un petit peu. » Et quand vous êtes à l'échelle de votre population, vous ne faites pas mieux que nous en contexte expérimental. Ce en quoi ça met la puce à l'oreille, c'est quand on parle d'intervention miracle. Toutes ces interventions qu'on vous met sur des jolis packaging et qu'on vend comme étant l'intervention qui va résoudre tous les problèmes du monde, souvent les porter dans un cadre expérimental par des chercheurs qui vont, par leur regard appuyé et insistant sur les professionnels qui mettent en œuvre ou sur les familles qui bénéficient de ces programmes-là, susciter un maintien dans les services, susciter peut-être une réussite de ces services. C'est ce qu'en psychologie sociale on appelle l'effet Hawthorne. C'est-à-dire la personne que vous regardez va avoir tendance à adopter le comportement que vous souhaitez lui voir réaliser. Quand vous enlevez les chercheurs,
qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez les choses à disposition du service public, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus autant d'intérêt. L'intervention miracle, c'est bien, mais vous avez 12 autres tâches à faire. Vous rappellerez la personne demain. La famille aussi a le moins d'intérêt. C'est comme ça que ça se passe. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre des interventions qui puissent permettre de limiter ce niveau d'attrition? Enfin, troisième point pour dire à qui on s'adresse, je vous ai parlé de la portée, du reach, de l'attrition, et puis à la qualité aussi. Qui bénéficie de ce qu'on fait? Aujourd'hui, on est dans cette espèce de logique folle, de mon point de vue, des programmes qu'on appelle evidence-based. Je suis désolé, c'est des pros d'evidence-based ici. Moi, j'ai beaucoup baigné dedans et je vois que quelque chose de très fallacieux, qui fonctionne très bien sur le papier, mais en pratique, qui ne tient pas 2 secondes. C'est ça qu'on vend pourtant aux politiques. Les politiques veulent nous voir adopter des programmes evidence-based, veulent que ce soit ça qu'on mette en œuvre, parce que c'est ça qui a montré leur efficacité versus d'autres programmes qui n'ont pas été évalués. Je passerai sur la critique de l'evidence-based parce que je peux y passer des heures là-dessus, et que ça apporte des informations indéniablement. J'ai vraiment toujours eu à cœur de m'appuyer là-dessus, mais ce n'est pas là-dessus qu'on doit s'appuyer pour développer des politiques. Sur l'évaluation des services déjà en place et sur leur soutien, oui. Sur l'introduction de programmes miracles qui sortent d'ailleurs, qui vont être implantés, lâchés du haut comme ça en espérant que ça fonctionne, c'est l'échec qui est garanti. C'est une autre forme d'universalisme au sens où l'evidence-based requiert de la standardisation, donc requiert le même service pour tout le monde avec très peu d'évaluation de besoins en même temps. Et du coup, la qualité, ce que moi j'appelle la qualité, c'est-à-dire quelque chose qui correspond réellement aux besoins des personnes chez lesquelles on intervient, va être diminuée, d'autant plus que le programme est standardisé. C'est un peu de là d'où part tout mon mécontentement d'aujourd'hui par rapport au programme d'intervention précoce et mon ambition d'essayer de corriger ça. Dans la première recherche-action que j'ai menée, donc de 2003-2011 KPDP, on avait formé, je ne vais pas m'attribuer tout de suite le mérite de ça, nous avions formé une équipe de psychologues pour faire de l'intervention à domicile. En France, on a peu d'infirmiers, on a beaucoup de psychologues, et les psychologues, c'est pas cher en France. Donc on s'était dit, pour pérenniser tout ça, prenons des psychologues, envoyons-les au domicile pendant 27 mois de famille, à leur 7e mois de grossesse, jusqu'à leur deuxième anniversaire de vie de l'enfant. Puis c'est les psychologues, elles vont très bien savoir manipuler ces notions d'attachement chez le bébé, puis de relation d'aide chez les parents, puis tout ça va très bien se passer. On les a supervisés, on leur a donné des outils, et c'était une équipe de jeunes psychologues vraiment très compétentes et efficaces, qui ont fait de leur mieux dans des conditions particulièrement adverses. Après la fin de la recherche, on a souhaité faire un point sur, au fait, depuis qu'on est allé solliciter des personnes dans les services de maternité, où la plupart des suivis prénataux sont faits en France, jusqu'aux personnes qui ont complété toute la recherche, et pour lesquelles, pour toutes les personnes qui avaient participé à la recherche, on avait fait des évaluations qualitatives de la relation entretenue avec leur intervenante. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça nous a appris tout ça finalement? Qui a bénéficié le mieux de notre intervention? C'est là que c'est pas joli, c'est là où c'est venu me chercher un petit peu. Dans notre recherche, et je soupçonne que dans la plupart des autres recherches, c'est pareil. L'idée, c'était, on va dans les services de maternité, on s'agenouille à côté de quelqu'un qui correspond à nos critères parce qu'on le sait, et puis qui patiente pour une consultation, on lui présente la recherche, elle accepte pas. 50% ont refusé. Je ne saurais jamais qui c'est ces 50%-là, parce que je n'avais pas de données sur eux. On avait 900 personnes, 450 ont accepté de participer à notre recherche. Et puis, parmi ces 450, 50% sont partis à un moment donné de la recherche. Il y a un phénomène d'attrition de 50%. Donc, partant de là, juste les personnes qui ont complété la recherche, c'est 25% des personnes avec lesquelles j'ai été en contact dès le départ. Et puis, j'ai essayé de créer un outil qui puisse me permettre, à travers les comptes rendus de visite à domicile systématiquement rédigés par les intervenantes, de juger la qualité de la relation. Mon hypothèse sous-jacente, c'était qu'une bonne relation, une relation de qualité, c'était le gage que l'intervention puisse donner les effets qui étaient attendus. Promotion des compétences parentales, des relations précoces avec l'enfant, du développement de l'enfant notamment. Je disais, si vous n'avez pas une bonne relation d'aide entre un intervenant et une famille, ce n'est pas la peine d'espérer de voir ces choses-là arriver. C'est une hypothèse. Peu importe, je vais vous demander de me faire confiance là-dessus, parce que je ne vais pas vous raconter toute la méthodologie d'évaluation de la qualité des relations. C'est disponible dans une publication par ailleurs.
Mais je me suis rendu compte que les familles pour lesquelles j'avais la certitude que la relation avait été de qualité, ça représentait la partie verte, c'est-à-dire environ 25% des familles qui avaient complété l'intervention parmi celles qui avaient été recrutées, soit 5,2% du total des personnes que j'avais vues en maternité. Partant du principe aussi tout à fait hypothétique que les 50% qui ont refusé étaient celles qui en avaient le plus besoin, pourquoi pas avoir cette hypothèse-là? Je sais qu'elle est fausse, elle n'est pas entièrement vraie en tout cas. Mais j'ai mon risque de n'avoir servi correctement que 5,2% d'une population éligible, qui est une population dite vulnérable, et pas un peu. Là, on parlait de gens qui étaient sur le critère à l'époque, on parlait de gens qui avaient des sacrés facteurs de risque. Et c'est de ça dont je parle dans les résultats de la recherche. Quand je vous dis que la recherche scientifique a un côté un peu fallacieux, c'est de ça dont je parle. Parlons de la qualité, plutôt que de parler de l'efficacité globale d'un projet sur la base du 5,2%, même du 25% qui a complété le projet. Vous me suivez? C'est là où je me suis dit, oh boy, on parle, puis on fait. Et souvent, ça n'a rien à voir du tout. Sur le papier, c'est très joli, puis en pratique, c'est soit inapplicable, soit irréalisable, soit truffé de billets. Mais est-ce qu'à la place de contourner ces billets et de dire qu'il n'y a pas eu de billets, on peut en parler de ces billets, notamment de la qualité, notamment du fait qui on rejoint, qui reste, quel type de service on propose, et parlons réellement de ça, parce que c'est nettement plus intéressant de savoir que de savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, qui sont les deux grandes questions de la recherche expérimentale en général. Tout le monde ne bénéficiant pas des services, même quand ceux-ci sont ciblés, c'est ce que j'appelle moi l'effet un peu de mise en abîme, chaque intervention, parce qu'elle exclut plein de gens, crée en même temps le besoin d'une autre intervention. Et c'est pour ça qu'on ne s'arrêtera jamais de travailler en travail social, en psychocommunautaire. Ce n'est pas la peine d'espérer trouver le remède miracle, puisqu'à chaque fois que vous allez créer une intervention, vous créez en même temps le besoin d'une autre intervention, puisque vous n'aurez jamais 100% des personnes qui vont répondre de manière adéquate à ce que vous ambitionnez pour eux. Vous voyez, comme si vous avez un gros carré, puis à l'intérieur vous avez plein de petits carrés, comme quand on met deux miroirs face à face, là, ça n'en finit jamais, un côté un peu sans fin. Il faut l'assumer. C'est comme ça que ça se passe, et c'est pas très grave. Il faut arrêter de s'asseoir sur une chaise en disant comment est-ce qu'on va régler tous les problèmes du monde avec une intervention miracle, qu'elle s'appelle CIP, NFP, triple P, ou j'en sais rien. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas, ça n'a jamais fonctionné. Rapidement, parce que j'en ai déjà parlé, cet enjeu de l'évaluation, pour moi, aujourd'hui, il est crucial. Je pense que c'est de mon ressort en tant que psychologue communautaire, peut-être du vôtre en tant qu'acteur aussi, de terrain, ou chercheur, ou travaillant dans un cursus comme celui-ci, d'aller commenter et critiquer la manière dont les évaluations scientifiques sont faites, parce qu'elles nous posent beaucoup de problèmes, puisqu'elles font dire à la réalité des choses qui n'existent pas. Moi, ma question de recherche, c'est comment est-ce que je peux voir que je produis du changement social? C'est pas est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça produit un effet à l'échelle de la communauté ou de la société dans laquelle on s'inscrit? Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question avec les standards scientifiques qui sont imposés, puisqu'on veut de l'evidence-based, on veut donc des différences de moyenne ou de fréquence entre deux groupes, l'un qui a été exposé à une intervention, l'autre qui n'a pas été exposé à une intervention, mais qui est comparable. Enfin, c'est ça qu'on veut. Contrôler pour toutes choses égales par ailleurs, la randomisation étant à ce titre l'étalon or de la recherche scientifique. L'individu moyen statistique n'est pas l'individu moyen. Une très belle conférence de Bruno Falissard qui est disponible sur YouTube qui parle de cet individu de l'evidence-based, qui est un individu selon lui fantasmé, puisqu'il n'existe pas, puisque quand on fait des comparaisons de moyenne, on fait des comparaisons de moyenne, pas des comparaisons d'individus. On compare les moyennes de groupe et l'individu qui a le score moyen n'existe pas, c'est un individu fantasmé. Et je trouve cette représentation très juste en disant qu'il ne s'agit pas de la moyenne d'un groupe ne caractérise pas le groupe. Il y a toujours des distributions dans un groupe. Et on ne va pas fonder nos politiques, même si tout ça est très instructif, c'est une gageure que de fonder nos politiques sur ces évaluations-ci. Nous, ce qui nous intéresse en psychocom, dans notre équipe de recherche, c'est le changement social. Le changement social, ça passe par l'efficacité, ça passe aussi par la réduction des écarts sociaux. Donc, ce qu'on veut comme question de recherche, puisqu'on veut pérenniser
ce qu'on apprend du terrain, c'est de savoir ce qui fonctionne. Mais qu'est-ce qui fonctionne à l'intérieur de ce qui fonctionne? Moi, si on me dit triple P, l'intervention qui fonctionne, non, je ne croirais pas à ça. C'est un mensonge. Il y a des choses qui doivent fonctionner, lesquelles? Ouvrons la boîte des interventions. Regardons ce qui fonctionne. Vous voyez comment je peux arriver à mes études qualitatives. Qu'est-ce qui fonctionne? Alors, regardez comment ça a été implanté. Quand on a fait KPDP, la recherche dont je vous parlais tout à l'heure, on avait dit aux filles intervenantes, faites ça. Ceci est votre curriculum d'intervention. Puis on s'apprêtait à publier les résultats. À un moment, on s'est dit, mais peut-être on va juste regarder ce qu'elles ont fait en vrai, puisqu'il y avait des comptes rendus de visite, il y avait le curriculum, et puis allons regarder ce qui a été fait en vrai. On était surpris. Parce que ce qui avait été fait n'avait rien à voir avec ce qui était prévu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses sur lesquelles elles étaient très mal à l'aise de travailler, qu'elles n'avaient pas fait. Puis il y avait des choses qu'elles n'avaient pas anticipées, des problèmes sociaux majeurs des familles. Vous rentrez chez quelqu'un qui a des problèmes sociaux majeurs, vous lui parlez de l'attachement de son enfant. D'abord, il va leur parler des enjeux sociaux qu'elle rencontre si vous voulez accéder aux parents derrière l'adulte. Ça prend la moitié de la visite. Et si après je dis l'attachement des enfants n'a pas bougé, ce que je vais dire, ça ne fonctionne pas. Et c'est complètement fou finalement. Il faut savoir ce qu'on voulait faire et ce qu'on a fait réellement pour savoir ce qui fonctionne et comment. Sinon, on parle de choses qui n'existent pas. Donc, savoir ce qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle les études de fidélité. Savoir pour qui ça fonctionne. Donc, c'est un peu le même genre de recherche que celle que je vous ai montrée précédemment. Mais c'est aussi faire des études de cas. Parce que quand les bénéficiaires de vos interventions vous racontent leur histoire d'intervention, vous avez beaucoup de plaisir aussi à comprendre comment ça a fonctionné, à quel moment ça n'a pas fonctionné. Moi, je me suis fait engueuler par des bénéficiaires de KPDP, en l'occurrence, qui disaient « Vous n'avez rien compris, la madame là-bas qui est à la table au focus group, elle était toute seule, vous auriez dû créer des groupes, vous auriez dû faire ça, elle était en manque de... » Ils nous ont corrigé notre intervention, mais on l'a fait trop tard, on l'a fait après. On a appris. Donc, c'est important d'avoir des études qualitatives de cas, et puis des études qualitatives triangulées, c'est-à-dire que les intervenants, les bénéficiaires, les gestionnaires nous disent ensemble comment ça a fonctionné. Parce que de savoir si oui ou non ça fonctionne, c'est une chose, mais savoir comment, c'est quoi les processus. Et les processus de changement, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'après, on peut ajuster et après, on peut faire des choses qui nous paraissent avoir beaucoup plus de sens par rapport à tous les acquis de la recherche, non pas seulement par rapport à oui, non, ça fonctionne, ça fonctionne. Une fois qu'on sait tout ça, on peut, je fais souvent l'analogie du vaccin avec la seringue. Je m'imagine Pasteur qui invente son vaccin contre la rage, puis qui casse une ampoule, qui se le met là, et puis il fait « hap » comme ça. Ça, on va lui dire « bah oui, c'est bien, tu as le produit, tu as le contenu, tu as l'intervention, mais maintenant, il faut peut-être implanter correctement, parce que ça n'a pas fonctionné. » J'aime pas cette analogie, elle est trop médicale pour moi. Si vous en avez d'autres, je suis preneur, je cherche, mais je ne trouve pas. Ça me fait le même effet quand on dit ben voilà le contenu, implante-le. Si personne n'a rien demandé, si on n'a pas le bon outil, si on n'a pas les bons interlocuteurs, ça prend beaucoup de choses aussi. Donc, il faut des données scientifiques correctes pour pouvoir préparer notre pérennisation. Là, on est en train d'essayer de travailler avec ça, mais ce n'est pas facile, l'injonction scientifique, l'injonction technocratique de faire de l'evidence-based, et puis la falsification scientifique qui nous fait dire « ce programme-là fonctionne ». Donc le technocrate dit « implante-le ». Tu dis « non ». Tu es résistante. Non, c'est pas ça. C'est pas que je suis résistant, c'est que quand je vais m'en aller à Québec, et que je vais m'en aller à Trois-Rivières, je vais m'en aller à Montréal, on a trois réalités complètement différentes. Ce ne serait pas respectueux de personne de dire ce truc-là va fonctionner de la même manière pour ces trois communes. On a échoué nous-mêmes dans une recherche de cette nature-là. On a terminé avec des données scientifiques dont on n'avait aucune espèce d'idée de ce qu'elles voulaient dire. Okay, sur ces 400 personnes, dont la moitié ont quitté, un tiers n'a pas eu la bonne intervention, puis au final il reste 2% et demi de personnes qui peut-être ont eu une relation positive, mais en même temps on ne sait pas trop ce qui a été fait à l'intérieur de ça, ça fonctionne. NFP, vraiment intéressant, je ne sais pas combien de millions, de dizaines de millions ont été investis sur le Nurse Family Partnership, celui qui a été diffusé par David Bose. On a 30 ans, 35 ans de recherche scientifique qui disent que c'est le meilleur programme du monde, c'est extraordinaire, et puis paf, il le diffuse, 56% d'attrition tout de suite. Mais qu'est-ce que vous nous racontez depuis 30 ans? Elle est où la réalité, finalement, de tout ça? Vous avez eu 1,5 milliard de dollars US, s'il vous plaît. C'est pas rien, quoi. Au Québec, j'ai mis un point d'interrogation pour faire politiquement correct. Je connais 2-3 exemples de services qui, peut-être,
s'appuie sur des données qui seraient bien de réévaluer en termes d'efficacité, mais aussi en termes d'attrition, de reach, etc. En ce moment, moi, je travaille beaucoup avec le modèle de Bourdin, qui a été très travaillé en psychothérapie. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais dans les années 70-80, il y a eu un très très gros débat sur c'est quoi l'approche en psychothérapie qui fonctionne le mieux. Donc, on avait une approche très par contenu. Il y avait l'hypothèse qu'il y avait un contenu qui était meilleur que l'autre. Que le TCC allait débouter la psychanalyse, mais pas toutes les psychanalyses, peut-être plus celle-ci, celle-ci, celle-là. Et puis finalement, tout le monde s'est battu à grand coup d'études d'efficacité, et puis personne n'a gagné, parce qu'au final, on s'est rendu compte que dans les explications de la variance, des variances entre les différentes efficacités des modèles psychothérapiques, ce qui expliquait le mieux cette variance-là, c'était ce qu'on appelle les facteurs communs, c'est-à-dire la qualité de l'alliance de travail avec le psychothérapeute, quelle que soit son orientation, le fait que le psychothérapeute et le client soient en accord sur les buts fixés au processus psychothérapique et en accord sur les tâches pour atteindre ces buts-là. Point final. À l'intérieur de ça, vous pouvez glisser n'importe quel modèle psychothérapique, on s'en fout complètement. Ça fonctionne de la même manière. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas de la même manière en prévention? Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas de la même manière en protection de nos enfants? On se fiche du contenu, on se fiche de savoir ce qui fonctionne comme manuel ou cartable d'intervention. C'est la manière dont vous allez le mettre en œuvre. C'est ce que j'essaie de refaire en ce moment en mode plus prévention. C'est quoi les facteurs communs des intervenants en prévention? Pour moi, le contenu est que peu important. En restant dans l'expérimental, ça c'est mon côté un peu plus marxiste de la journée, parce que j'ai rajouté le mot bourgeois à la fin. Il me semble qu'en maintenant le débat sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelle est la bonne manière de révéler ce qui fonctionne, on reste entre universitaires, technocrates, éditeurs de revues scientifiques, et puis c'est bien comme ça. La population ne va pas bénéficier de nos interventions, le moins du. Ok. Ce qui m'importe aujourd'hui, le top du top de mon évaluation que j'aimerais mener aujourd'hui, c'est évaluer l'efficacité. Je trouve que c'est quand même intéressant d'évaluer l'efficacité si on sait comment elle est arrivée. Donc, évaluer les processus avec. Et puis moi, ce que j'essaie de promouvoir aujourd'hui, que je ne m'impose pas toujours parce que ce n'est pas vraiment évident, mais il faut y aller, essayer d'évaluer ce qui ne fonctionne pas dans nos interventions. Parce que quand vous développez des interventions et que vous vous dites « je vais l'évaluer », nous pourrions faire venir quelqu'un qui dise « moi, mon objectif, c'est de t'embêter en te montrant à quel point tu vas avoir un effet iatrogène négatif sur les individus parce que tu mets en place ton intervention. Parce que tu mets en place tes CIP, je pense que les CIP, c'est mauvais pour les gens et je vais mettre en place tous les éléments d'évaluation pour me permettre de démontrer ça. » Ça paraît tordu comme réflexion. Mais comment est-ce qu'on saura si ça ne fonctionne pas, si ça fonctionne en négatif pour les gens? Pourquoi, quand on essaie d'évaluer que ce qui fonctionne et pas ce qui ne fonctionne pas? C'est curieux quand même en matière d'évaluation de politique publique de se dire quand on ne montrera pas d'effet positif, on ne saura pas si c'est un effet nul ou négatif. La différence, elle est quand même importante aussi. Il faut évaluer ce qui ne fonctionne pas, évaluer ce qu'on ferait mal pour mieux pérenniser, mieux ajuster la qualité de nos services, puis donner la voix à d'autres, parce que c'est souvent, et je parle pour moi, c'est un gros biais dans la vie, c'est souvent les gens qui développent les interventions qui les évaluent aussi. Quand ce n'est pas eux, c'est leur femme ou leur mari, ou quand c'est pas... L'entre-soi est quand même très important là-dessus, et c'est ça qui produit malheureusement les études d'efficacité aujourd'hui, et on n'est pas au top du top des potentiels d'évaluation qu'on fait. Voilà. Donc c'est ça mes deux enjeux aujourd'hui que je vais essayer de montrer comment on les a corrigés. Qui accède, comment on les maintient, comment on offre un service de qualité et comment on l'évalue. Ça fait deux problèmes. Si on veut restaurer l'équité en santé, il faut savoir 6 choses. Bon, savoir où sont les familles, aller vers elles, c'est-à-dire bouger nos fesses pour sortir de nos bureaux et puis aller vers elles, connaître leurs besoins pour leur offrir des services qui soient adaptés aux besoins et pas à des critères, garantir la qualité de ces services, s'assurer qu'elles en bénéficient. Là, je me dis, si on a ça comme charte, normalement, on devrait être en mesure d'avoir des services de qualité. Et c'est là que j'arrive à l'épreuve de votre assemblée aujourd'hui. En disant, maintenant que j'ai dit tout ça, moi j'ai corrigé tout ça, avec petits pas, grands pas. Donc là, je suis supposé vous convaincre de la pertinence de mon modèle. Puis si vous n'êtes pas content, vous êtes supposé me le dire tout à l'heure. Et on est en pleine période de développement, donc on va être content
de travailler avec tout le monde qui a envie de nous faire des critiques et des commentaires. Petit pas, grand pas, c'est la suite de tout ce que j'ai pu mettre en œuvre de manière très contenue, expérimentale depuis KPDP, depuis 2003, et qui vise à répondre à tous ces enjeux qui sont plus structurels. C'est sûr que les débats sur qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, les plus sexy, les plus intéressants. On s'entend. Travailler sur la fiche action X qui permet de faire telle activité avec les parents, c'est plus sympathique que de dire comment est-ce que je fais pour maintenir les familles dans un service. On s'entend. Mais si les familles ne sont pas là pour bénéficier du service, votre fiche action attachement elle va servir à rien. On s'entend aussi. Donc, petit pas, grand pas, c'est une démarche qu'on met en place en France à titre expérimental pour le moment, mais qu'on va déployer probablement dans le cours de l'année, et qui s'inscrit dans l'équivalent des CLSC, nos CLSC, mais imaginez des CLSC qui n'auraient pour fonction que de travailler sur la santé maternelle et infantile. C'est des services de protection maternelle et infantile en France qui existent depuis 71 ans, 72 ans maintenant. Ont été créés juste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale avec un objectif vraiment d'universalisme. L'Europe a été quand même marquée par les discriminations en 1939-45. L'idée, c'était on va discriminer absolument personne dans nos services publics, baqués par l'État-providence. On va créer des services en France de protection maternelle et infantile qui vont avoir pour objectif de promouvoir la santé, de réduire la mortalité infantile, etc. Donc ça, c'est mon cadre institutionnel avec lequel je travaille en France. Je vous ai parlé de la recherche-action de KPDP, avec l'ambition pour moi, en sortant de là, de dire qu'il faut faire moins d'expérimental parce que ça prend beaucoup de temps et puis on ne comprend rien à nos résultats de toute façon. Là, je suis parti au ministère et puis on a fait Panjo. Et puis c'était très bien Panjo, simplement dans Panjo, j'avais l'impression, donc toujours la même histoire, des infirmières font des visites à domicile, mais moins pour permettre de faire des visites, parce que 42, c'était pas possible, donc on était à 8, c'était déjà mieux. Dans un cadre institutionnel mieux défini, donc c'était le service public, c'était beaucoup mieux, c'était en PMI, protection maternelle et infantile, ça fonctionnait bien, mais au final, pour qui? On demande ce problème de qui on atteint. Est-ce qu'on n'atteint pas que les personnes qui sont sympathiques, avec lesquelles on a envie de faire la visite à domicile, qui ont exprimé le souhait d'en recevoir? Donc voilà, le dispositif petit pas, grand pas, dont l'objectif principal, c'est d'augmenter la capacité des services publics à lutter contre l'effet délétère des inégalités sociales sur le développement des enfants et la santé des familles. Je vous ai prévenu, c'est pas sexy. Probablement, c'est efficace. J'en sais rien. Juste ça, c'est important pour nous. Pour une fois, on s'est dit, notre objectif principal, c'est pas de sauver le monde, c'est pas de promouvoir la santé des bébés, c'est pas de promouvoir les compétences parentales. Non, 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 c'est travailler pour les services. Au Québec, en France, dans les pays du Nord, occidentaux, sauf les États-Unis, on a des services publics qui fonctionnent, qui sont financés. Si on ajoute une couche sur le millefeuille, on déstructure ces services publics. Nous, notre objectif, c'est de travailler avec l'existant pour essayer de lutter contre l'effet délétère des inégalités. Et puis, on s'est fixé 4 objectifs pour essayer de répondre à tous les problèmes que je viens de citer depuis une heure. Ces 4 objectifs sont les suivants. On veut voir ce qui fonctionne, augmenter la qualité de ce qui fonctionne. Je fais une mini parenthèse ici, ça n'a rien de spécifique au contexte culturel français. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que mon ambition est évidemment de travailler petit pas, grand pas au Québec dans les prochains mois. D'où le besoin de rétroaction que je souhaite avoir de votre part aujourd'hui. Donc, pour augmenter la capacité des services à lutter contre les inégalités, je veux augmenter la qualité de ce qu'ils proposent déjà, avant de remettre des choses au-dessus de la tête. Je veux augmenter leur capacité à contacter toutes les familles. Je veux augmenter leur capacité à intervenir précocement auprès des familles, quand même. Là, on parle plus de l'aspect intervention classique. Et puis, je veux qu'ils aient eux-mêmes les moyens d'évaluer ce qu'ils font. Alors, comment je m'y prends pour faire tout ça? On a créé pas mal d'outils, non pas pour les professionnels de terrain, mais pour les gestionnaires. Parce que les gestionnaires, de temps en temps, courent un peu comme des poulets sans tête, parce qu'ils ont 1 million de demandes qui leur tombent dessus, et ne sont pas toujours capables d'identifier ce qui va déjà bien dans leur service. C'est ça que je reproche aujourd'hui dans cette logique de politique evidence-based, c'est d'avoir toujours, aux 2 ans, quelque chose qui vous tombe du ciel en disant « Ah, ça, c'est le remède miracle. Celui-là a été publié dans Lancet, dans le British Journal of Law, dans le American, encore mieux, Journal of Tant. Et donc, c'est ça qu'il faut faire, puisque ça a été prouvé scientifiquement. Néanmoins, il y a plein de choses formidables qui se font sur le terrain, qui méritent d'être valorisées, et parfois d'être connues par les gestionnaires. Ce qui m'importe, c'est qu'on augmente les connaissances sur l'adéquation entre les besoins et les services chez les gens qui sont déjà servis. Moi, je m'intéresse aux parents, je m'intéresse à la prévention précoce de personnes qui vivent des situations de vie complexes, qui
peuvent déboucher sur des mauvais états de santé, sur de la maltraitance. Je m'en fiche, moi je fais de la prévention. J'ai un large spectre. Et si je ne sais pas si les parents qui fréquentent mes services sont déjà bien servis ou pas bien servis, je perds un peu mon temps si je rajoute une couche au millefeuille. Je veux aussi augmenter les connaissances sur la qualité des services proposés du point de vue des professionnels. C'est ça qu'on a fait dans le premier outil qu'on propose aux services. Donc ça va être par exemple l'équivalent de PDG de SUS ou de responsable d'équipe petite enfance dans les CLSC, dans les C3S. On propose une enquête auprès des professionnels pour dire, vous faites votre travail de terrain, c'est quoi les besoins des gens que vous avez vus dans les 15 derniers jours? Vous avez quoi comme outil pour y répondre? Est-ce que ces outils sont efficaces selon vous? Comment vous les jugez? Qu'est-ce qu'il faudrait pour les augmenter? On fait la même démarche avec les parents. Pourquoi vous êtes venus? C'était quoi votre motivation? Qu'est-ce que vous avez reçu comme service? Est-ce qu'il est adapté? Moi, ce que ça me permet de faire, ça me permet de sortir de ça tous les services qui sont efficaces. En ça, du point de vue des professionnels comme des parents, c'est un truc qui fonctionne. Vous n'allez pas rajouter quelque chose qui s'y substitue si ce truc-là est fonctionnel, intégré dans les pratiques, bien accepté par tout le monde. Ces aspects-là sont moins fonctionnels. Ou à ces besoins-là, on n'a pas de réponse. Vous savez, le côté toujours des professionnels un peu désespérés, dire « moi j'ai tous ces besoins-là, je réponds déjà à 75% de ces besoins, c'est beaucoup ». C'est vrai que c'est beaucoup. Ok, il y a le 25%. Il est où le 25%? C'est quoi ces 25%? Est-ce que ce 25% détermine d'autres choses par ailleurs? J'en sais rien. Je veux l'évaluer. Si je ne sais pas ce qui se passe et que je débarque encore avec un millefeuille, une couche au millefeuille, je déstructure absolument tout. J'hésite à digresser. J'ai dit que je digressais. Si je vous donne un exemple fou, qui s'est passé en France en 2010. En France, on a des durées de séjour en maternité qui sont relativement longues. Aujourd'hui, ils sont baissés à 2 jours et demi, 3 jours. En 2010, c'était 4-5 jours, 7 jours pour une césarienne. Okay. Le gouvernement avait quand même pour ambition, à l'époque, de diminuer cette durée moyenne de séjour. Il a fait une enquête qui montrait que 30% des femmes trouvaient qu'elles restaient trop longtemps en maternité. Puisque 30% des femmes trouvent qu'elles restent trop longtemps en maternité, évidemment, les mieux nantis, on peut s'en douter, j'imagine. Ils ont dit, bon, ben, vous voyez, les durées de séjour en maternité sont beaucoup trop longues, il faut donc les réduire. C'est du mauvais usage de la recherche scientifique. Ne demandez pas, je ne comprends pas. Donc on a dit, bon, on va réduire les durées de séjour en maternité. Pour ce faire, on va donner, le service public va financer 2 visites à domicile de sages-femmes. On a beaucoup de sages-femmes en France qui font des suivis périnataux. Okay, ça peut paraître bizarre, une sage-femme postnatale, mais il y avait un enjeu corporatiste aussi important à ce moment-là. On va financer une visite au 3e et au 12e jour de sage-femme pour accompagner le retour à la maison et permettre du coup de faire sortir des femmes qui ont envie de sortir plus tôt de la maternité au bout de 2 jours. Donc ça, c'était pour les femmes volontaires, accouchement par voie basse, pas de pathologie, entourage social, etc. Puis très rapidement, les sages-femmes sont venues terminer à faire des interventions dans des hôtels avec des personnes sans papier, etc. Ça s'est très vite disséminé sous la forme d'un très beau service universel. Toujours est-il que ces sages-femmes, maintenant, depuis 2012, je crois, formellement, sont financées pour 2 visites à domicile d'1 heure au 3e et 12e jour de vie de l'enfant. Rappelez-vous, je vous ai parlé de mes services de protection maternelle et infantile, qui sont là en France depuis 71 ans, 72 ans, on devrait les connaître. Leur mission, c'est de faire de l'accompagnement en postpartum immédiat, péripartum et postpartum. Exactement la même mission que celle qui a été financée par l'État français en 2010 pour les questions de sortie précoce de maternité. Donc, vous avez un État qui finance 2 missions strictement similaires de service public, qui se superposent, l'une arrivant avant l'autre, parce que les sages-femmes, elles ont une petite souris qui passe en maternité à informer toutes les femmes nouvellement accouchées de ce service-là, ce que la PMI n'a pas. Vous voyez l'espèce de confusion qui peut être créée juste par la volonté de dire « Oh là là, on a un 25% de besoin qui n'est pas couvert, on va inventer un nouveau service. » Plutôt que de valoriser l'existant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec les PMI? Les PMI qui voyaient 80% des nouveau-nés dans leur premier mois de vie habituellement, n'en voient plus que 60% aujourd'hui parce qu'il y a ce nouveau dispositif qui est arrivé. Donc on finance 2 visites à domicile, on retarde toute la prise en charge de l'enfant dans le service public qui lui est à long terme, puisque la PMI suit les enfants jusqu'à 6 ans, c'est le bordel. Total.
C'est comme les folies institutionnelles où on dit « on a un besoin, créons une intervention ». Non, un besoin, analyse ce qui existe et comment l'existant pourrait peut-être répondre à ton besoin juste en rebougeant un petit peu les missions. Donc c'est ça qu'on veut faire, plutôt que de refaire des couches et des couches et des couches et des couches au millefeuille. On commence par regarder l'existant. Notre deuxième objectif, c'est d'augmenter la capacité à contacter toutes les familles. Là, on a mis le paquet les derniers mois. Je vous ai dit que c'était quelque chose qui me tenait à cœur aujourd'hui. Moi, ça m'agace de me dire je vais servir ceux qui ont les moyens de venir me chercher les services. On s'est donné 4 actions, 4 objectifs d'action pour cet aspect, contacter et offrir un service à toutes les familles d'un territoire. 1, on veut informer précocement et de manière adaptée de l'existence des services. On veut respecter les capacités de chacun d'accéder à l'information. On a convoqué cette notion de littératie en santé. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. C'est quelque chose qui se travaille de plus en plus en santé publique. En disant attention, il faut que les documents de santé publique, tout ce qui est produit en matière de santé publique, soit accessible pour la plupart des gens. Jamais tous les gens, pour un maximum de personnes. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Pour opérer une évaluation systématique des besoins, c'est-à-dire que je prends une population, plein de bébés, plein de parents, et je ne peux pas a priori savoir qui va avoir besoin de quoi. Donc j'essaie de faire une approche par besoin via une évaluation systématique qui permet de sortir d'une approche par critère. Et revenir sur l'universel pour proposer cette intervention, c'est-à-dire information et évaluation à toutes les familles. Et ensuite, prendre des décisions sur qui est-ce que j'accompagne, qui est-ce qui présente un risque pour son enfant, quel genre de parents présentent des risques pour son enfant, en fonction non pas de critères, mais de réalité de ce qui se passe dans la famille, et non pas en anticipant ça. Donc on a fait plusieurs outils pour ça. En fait, on a fait une enquête nationale sur tous les services de petite enfance en France il y a 2 ans, et on leur avait dit, mais au fait, comment vous contactez les familles sur votre territoire? Et puis si vous le contactez avec un document écrit, auriez-vous la gentillesse de nous l'envoyer? On a colligé ça. Ça ne marche pas de manière ministérielle en France. Vous avez ce qu'on appelle des départements, qui sont des unités territoriales relativement petites, quelques centaines de milliers ou de millions d'habitants. On en a 102 et 101. Et chacun a son autonomie à l'intérieur de ça, pour ces services de protection maternelle et infantile. Du coup, on leur a dit, envoyez-nous nos documents. Là, on a pris connaissance des documents, et puis là, on s'est assis, puis là, on a respiré, puis là, on a bu un café, puis on a bu une bière, et puis on a essayé de se calmer, parce que c'était quand même assez saisissant ce qu'on voyait. Vous avez des choses qui étaient catastrophiques en matière de communication. On se dit, qui a pu pondre une chose pareille? D'autres choses qui étaient bien, mais la plupart des documents étaient bons dans la forme, avec un contenu proprement incompréhensible. Bonjour, vous venez d'avoir un enfant, le président du conseil général souhaite vous féliciter d'eux, et puis on va vous envoyer des puères de PMI avec des sages-femmes dans la communauté de communes, que des termes technocratiques. Vous me regardez avec des grands yeux, ça tombe très bien, parce que vous ne connaissez pas les termes du jargon français. C'est exactement la même chose, je pense, pour qui que ce soit qui recevait cette plaquette-là. Et après, on leur dit, mais ça, c'est votre moyen de communication universelle? Ils disent, non, ça s'envoyait sur critère de... La plupart, 8 sur 10, envoient ça sur critère de risque. Alors, on s'est dit, ok, vous avez un truc qui ne fonctionne pas, parce que votre service a une vocation universelle et égalitaire. Vous n'envoyez qu'un document qui n'est pas bon à 8 personnes sur 10, en fonction de critères de... On a dit, ok, littératie en santé, c'est une notion qu'on va essayer de convoquer. Pardon. Oui. Pas de problème. J'aurais fini. Ah oui, j'ai commencé à 1h30. Je me suis dit, depuis tout à l'heure, j'avais commencé à 2h. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a dit, non pas nous, on va évaluer ce que vous êtes en train de faire, on a dit, on va vous donner les moyens avec un outil extérieur, donc un outil qu'on a adapté pour ce truc-là, d'évaluer la qualité de votre communication universelle pour que vous vous rendiez compte par vous-même que tout ne va pas forcément bien et qu'il y a des points sur lesquels vous devriez appuyer. Puis on leur a fourni aussi, on s'est mis à l'épreuve, moi j'aime bien encore critique mettre à l'épreuve, je pourrais vous le montrer si ça vous intéresse, on leur a fourni une plaquette type qui correspond à toutes les recommandations en matière de littératie en santé. Si vous n'avez pas d'idée, regardez ça, ça devrait vous en donner, parce que normalement, si vous envoyez ça, les gens sont susceptibles de comprendre le contenu de votre information. Et si vous avez une information de mauvaise qualité, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner peur aux gens, les éloigner de votre service, et probablement, ils ne reviendront pas à moins d'avoir un pépin.
avoir un problème. Donc ça veut dire que votre vocation de prévention va échouer. Et puis là, je voudrais insister là-dessus rapidement, parce que ça, on est vraiment très content d'avoir fait ça récemment, on est en train de le travailler. On s'est dit, c'est comme au Québec, on n'a pas les numéros de téléphone des femmes enceintes. Donc on a fait 3 choses. 1, on fait du lobbying pour avoir les numéros de téléphone des femmes enceintes. Ce qui me paraît être vraiment la base de la base en matière de santé publique. Si vous voulez proposer quelque chose aux gens, il faut savoir où les rejoindre. Avec ce numéro de téléphone, on est en train de développer une solution par message texte pour informer toutes les femmes enceintes des services auxquels elles ont droit, avant ce fameux truc des sages-femmes au 3e jour. Dès la période prénatale, on va dire « Hey, by the way, vous avez droit à ça, 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 venez donc nous rendre visite. » Ou on peut vous appeler, ou on peut venir chez vous présenter le truc. Économiquement, ça tient franchement la route d'anticiper ça. Si les territoires investissent là-dedans, ça leur coûtera bien moins cher à terme, parce que vous aurez bien moins d'enfants qu'on aura connus. Donc on leur envoie ce message texte. Et en marge de ce message texte, on leur passe un coup de téléphone, on leur dit, voilà, vous êtes enceinte, vous avez le droit à ces services-là. Chantal, de tel service de PMI, est à votre disposition dans telle rue, et si vous me le demandez là, maintenant, tout de suite, elle va venir vous rendre une visite à domicile, si vous en avez besoin. Et donc, pour évaluer ce besoin, je propose qu'on discute ensemble et puis là, on est en train d'évaluer. Je ne l'ai pas fait encore, c'est mon travail de ce soir, pour tout vous dire dans le bus. Commencer à drafter ce questionnaire d'évaluation des besoins, qui est en fait une idée que j'ai piquée au CLSC de la Montagne, donc à Montréal, qui faisait ça il y a moins d'une dizaine d'années. Ils passaient des coups de fil systématiques à toutes les femmes nouvellement accouchées. Ils ont abandonné cette pratique, d'après ce que je crois savoir, par manque de moyens. Mais le fait de déclencher telle ou telle intervention était plutôt mû par une volonté d'évaluer les besoins et de déclencher a posteriori plutôt qu'une approche par critère de risque. J'essaie de faire revivre ça, parce que ça me paraîtrait nettement plus efficace. 3e objectif, notre intervention Panjo, qui était juste l'intervention au départ, est en train d'être revisitée pour pouvoir fitter dans des dispositifs de formation professionnelle. Donc moi, ce que je vois dans les cibles, dans les CLSC, comme dans nos PMI, c'est que les professionnels, ils ont une formation initiale, mais ils n'ont pas de la formation à la visite à domicile qui permet de faire de la prévention. Donc on a cette formation-là, et puis on a les guides qui permettent de soutenir ça. On est en train de travailler sur une visite à domicile qui permet d'évaluer les besoins des familles à domicile pour ne pas déclencher toute la patente tout de suite. Si on rentre dans les critères ou en cas de besoin, on peut prendre le temps d'évaluer. Et puis un guide pour les superviseurs, parce que ça, comme partout, c'est ça qui fait vraiment la différence pour les intervenants, s'ils sont supervisés. Notre dernier objectif, c'est de fournir les moyens, à travers Petit Pas Grand Pas, de situer notre projet dans le projet de service et de savoir comment est-ce qu'on peut voir si ça fonctionne ou pas. Parce que je vous parlais de poulet sans tête tout à l'heure, les exigences qui portent sur le dos des gestionnaires sont telles de temps en temps que savoir pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre comme objectif, est déjà une tâche qui est complexe. Donc on a essayé, en travaillant sur la base des modèles logiques, je ne sais pas si vous êtes familier avec les modèles logiques, donc bref, la logique de projet, de voir comment est-ce que Petit Pas Grand Pas peut s'intégrer dans cette logique de projet et à quoi on va voir que ça va fonctionner, donc en définissant des indicateurs précis. On essaie de fournir ça de manière à ce que les gestionnaires eux-mêmes puissent pérenniser la démarche en ayant ce processus d'évaluation en interne, c'est-à-dire sans la présence de chercheurs, pour éviter toute cette contamination de la recherche scientifique et voir s'ils sont heureux avec ce qu'on leur a proposé. Est-ce que ça répond tout ça à nos problèmes? Si ça fonctionne, on rejoindra plus de monde parce qu'on aura fait nos messages textes, on aura passé nos coups de téléphone, on aura proposé une diversité d'interventions selon une évaluation de besoins, on fera prospérer ce qui fonctionne, on développe des vocabulaires communs avec nos formations à l'intervention, les interventions plus innovantes, donc, portant sur le contenu, c'est si nécessaire, ce sera déclenché sur la base de risque. On pourra évaluer pour rétroagir, on pourra aussi valoriser tous les acteurs sans avoir donné l'impression qu'on débarquait de la planète universitaire, en disant bon, ben voilà, c'est le nouveau truc evidence-based, maintenant c'est ça qu'il faut faire. Voilà, donc en introduction pour conclure, les inégalités sont des écarts non naturels entre les individus. Les réduire, c'est notre mission. Ne pas les augmenter, ça c'est très joli. Les augmenter est un risque qui nous pend au nez. Donc je corrigerai mon intervention pour ne pas donner le sentiment que je crée des inégalités.
Cette présentation a ou avait pour objectif de vous présenter les écueils d'une approche par critères et par intervention miracle, et proposer des pistes de travail pour l'avenir. Merci beaucoup.